Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de ici Paris, Île-de-France. Et tout d'abord, belle et heureuse année 2025. Je vous souhaite à vous et vos proches le meilleur, bien évidemment, la réussite, la santé, tout ce qui va avec. Et puis pour notre PSG tant aimé et qui nous agace aussi parfois, on va souhaiter une année 2025 faite de victoires, de qualifications, de sourires et de retour à la raison. Car soyons bien d'accord, le PSG, c'est au Parc des Princes. Je le répète, le PSG, c'est au Parc des Princes. Voilà, je l'ai dit. J'ai pas changé d'avis depuis 2024 et ça restera comme ça en 2025, mais c'est toujours bon de le rappeler. D'ailleurs, je vous informe que nous allons ce semestre organiser des tribunes avec thématiques spécifiques. La première sera consacrée au stade et au futur stade, bien évidemment. Il faudra en parler. Bonne année, les amis. Heureux de vous retrouver dans cette première tribune de l'histoire de ici, Paris, Île-de-France. Coup d'envoi, car vous le savez, ici, c'est Paris, Île-de-France. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le club de la capitale qui remporte au Qatar son 13e trophée des champions. C'était dimanche, c'était face à Monaco. Vous l'avez vécu sur notre antenne et Paris s'est imposé logiquement 1-0 en remerciant quand même au passage Ousmane Magic Dembélé dans les arrêts de jeu. On effectuera notre premier j'aime pas de l'année pour décortiquer bien évidemment les quelques minutes, ça sera pendant quelques minutes, ce trophée des champions et puis on entraînera et on s'enchaînera ensuite à quelques débats et dossiers. Janvier est-il le mois charnière cette saison pour le Paris Saint-Germain? On parlera de Gonzalo Ramos. Est-il seulement un super sub, un super remplaçant? Enfin, dossier mercato, car vous allez voir le casting dans quelques instants. C'est du lourd. Pour parler mercato, faut-il craindre une non-prolongation de Nuno Mendes? Les ventes de Kolo Muani et Skriniar sont-elles vraiment obligatoires pour recruter? Enfin, quel doit être le poste à renforcer en priorité? Voilà les questions autour du mercato. De cela et du reste, on en parle dans la tribune 100% PSG, le podcast numéro 1 d'ici. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour, l'équipe du 7 janvier 2025? Oui, je sais, certains se disent, oui, mais c'est lundi, il nous énerve. Il fallait rentrer de Doha. Je suis désolé, il fallait rentrer de Doha, donc je suis rentré. Et maintenant, on peut présenter cette émission un mardi. Bienvenue à Alex Aflalo, journaliste au Parisien. Et Alex, salut Alex. Oui, bien évidemment. Bonjour, bonne année. Ouais, bonne année, bonne santé à tous. Journaliste, oui, le cœur au Parisien, journaliste freelance. Le corps en vacances. Voilà, journaliste freelance et avec quelques jours de repos. Meilleur vœu, on te souhaite quoi? Le meilleur. Le meilleur. Un contrat. C'est ça. Un retour. Vous venez d'entendre sa petite voix d'un membre historique de la tribune. Il a connu les épisodes en Facebook Live. Oui, messieurs, dames. Et il n'était pas encore dans la maison où il est actuellement. Il était jeune journaliste et il débutait dans les médias et on est heureux de le retrouver. C'est Loïc Tanzi. Salut Loïc. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue Loïc du journal L'équipe désormais et meilleurs vœux à toi, à la petite famille et à toute la team. Beaucoup. Bien évidemment. À toi aussi. Ouais, super. Content d'être là. Voilà, les studios, t'as vu? Et ça a changé, hein. Ah bah c'est classe maintenant. C'est pas tout à fait pareil. Avant, on était... C'est plus la même entrée, j'en connais plus rien. Il y a une cafette en bas, j'étais même pas au courant. Bienvenue. Merci. Avant, c'était un autre bâtiment, effectivement, où l'on était. Enfin, un autre membre. Alors, là, j'allais dire de la team parisienne, c'est ce que j'avais écrit, mais Marc Béchénois, freelance aussi, et pendant quelques jours de repos. Salut Marc. Ouais, pas mieux qu'Alexandre. On est parti en même temps. Salut Marc. C'est mon sujet tabou. Ça va? Ouais, ça va très bien. Bienvenue Marc. Merci. Belle et heureuse année. Bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Ici. Paris, Île-de-France. Effectivement, Île-de-France, c'est notre. Aussi, Bah oui, on va s'y faire, pas de problème, et on va en parler bien évidemment. Sur les murs, on va te le préparer. T'inquiète, regarde le micro, regarde la petite bonne année, parce que pour ceux qui nous suivent sur les réseaux et bien évidemment sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'ici, il y a les nouvelles petites bonnettes très jolies avec marqué un grand ici. Donc là, tu peux pas te tromper. Mais avec le C et le I, du coup, j'ai cru que vous avez chopé les bonnettes d'une chaîne de télé. Non, c'est bien ici. T'inquiète pas. Voilà. Il est très en forme.
forme, vous l'avez compris. Marc Méchenois qui est avec nous, les amis. On va attaquer avec le j'aime pas, le trophée des champions, le 13e de l'histoire pour le Paris Saint-Germain, ce que je disais. 52e titre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est toujours bon à souligner. C'était au pays du propriétaire, sans le propriétaire dans les gradins, puisqu'il n'est pas venu finalement. Il est parti. Il avait une affaire diplomatique à régler, donc c'est effectivement plus important. Donc il n'a pas vu la rencontre, mais en tout cas 35 000 spectateurs ont vu cette rencontre, ce trophée des champions entre le PSG et Monaco. 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans les derniers instants grâce à Ousmane Dembélé. On va bien sûr enchaîner les autres dossiers après, mais pour l'instant, petit j'aime pas. Avec pour commencer, tu vois, Alex, avec toi, on part là-dessus. Bonjour. Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé? Je vous le dis, un j'aime ou un j'aime pas, vu que c'est assez dense aujourd'hui en termes d'actualité. Non, je vais partir sur un j'aime. Alors, au-delà du match du gardien monégasque, évidemment, j'ai adoré, qui a fait un match extraordinaire. Ça fait deux fois. On peut que le saluer. Köln. Oui, c'est souvent quand même que les gardiens sont forts contre le PSG, mais bon, on va pas s'en plaindre. Ça fait un peu de challenge aussi, mais j'ai beaucoup aimé le match de Désiré Doué. Et puis même globalement, je trouve que c'est un match qui représente bien en fait la dynamique sur laquelle il est en ce moment, où c'est un joueur qui prend de l'épaisseur, qui prend de l'assurance, où je trouve qu'il a une bonne relation technique, tactique avec aussi Nuno Mendes. Je trouve que c'est deux joueurs qui combinent bien, qui savent se positionner l'un par rapport à l'autre. Et donc voilà, je l'ai trouvé bien assuré, impliqué dans les bons coups. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir ce garçon prendre en épaisseur. J'ai un peu l'impression de voir la même trajectoire que Bradley Barcola la saison dernière, où en fait, à partir de décembre, il y a eu quelques matchs charnières, des trucs qui ont fait déclic. Et là, on a vraiment senti le déclic à partir du moment où il a marqué son premier but en décembre. Loïc, l'éclosion, j'ai envie de dire, alors on l'a connu à Rennes bien évidemment, mais il aura fallu 6 mois pour Désiré Doué, pour digérer le Paris Saint-Germain, digérer le logiciel aussi Luis Enrique. Et là on sent même, alors vous allez peut-être me tomber dessus, mais moi j'ai même l'impression que techniquement il est même un peu supérieur à Bradley Barcola et il apporte plus de solutions à Luis Enrique. Si on parle des dernières performances, oui, il est plus fort que Bradley Barcola sur le mois de décembre et sur la fin d'année. Là, on retrouve pas le Barcola qu'on voyait en début de saison du tout. Après, le problème avec Désiré Doué, c'est qu'il est un peu trimballé à 3 postes, numéro 9 sur le côté gauche, parfois à droite, parfois au milieu de terrain, fait même 4 postes. C'est la polyvalence qu'aime bien Luis Enrique, mais aussi, il faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Et le positionner aujourd'hui, le dire, voilà, tu vas rester dans cette position, soit le backup de Barcola, soit au milieu de terrain, ce serait plus logique pour moi que de le laisser aujourd'hui circuler un peu dans plusieurs postes, parce que ça trouble un peu aussi le message que tu lui envoies, et les informations qu'il doit prendre à chaque poste sont différentes, et donc le rôle qu'il a à chaque poste est différent, et c'est plus compliqué pour lui d'être performant. Après, je pense qu'il a vraiment compris ce que Luis Enrique attendait de lui. C'est un super joueur. Je pense pas qu'il reste côté gauche très longtemps, parce que le PSG veut recruter à gauche. C'est bien la preuve qu'ils ne veulent pas faire de Désiré Doué un ailier gauche toute sa carrière, et peut-être plutôt le mettre dans l'axe du terrain. Mais oui, ce qu'il fait dernièrement, franchement, c'est top. Est-ce que ça te plaît, toi, ce que tu vois, Marc, de Désiré Doué? Et c'est pas forcément que sur le trophée des champions, c'est sur, effectivement, ce que vient de dire Loïc, sur ce dernier mois avec le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est intéressant, mais après, voilà, moi, je rejoins Loïc sur la polyvalence à outrance, en fait, qui peut te desservir, parce qu'en fait, là, il a été performant globalement quand il a joué à gauche, même si contre Salzbourg, il rentre dans l'axe, en fait, c'est à gauche qui performe. C'est le meilleur, ouais. Donc, est-ce que sa polyvalence n'est pas plutôt entre gauche et le milieu axial gauche, plutôt qu'à droite et dans l'axe? Mais en attendant, il montre une palette un peu plus large que celle de Bradley Barcola, qui je trouve est devenu un peu plus prévisible dans ce qu'il fait, dans son crochet, dans ses accélérations, et on le retrouve pas encore. Après, moi, j'enterre jamais Bradley Barcola, parce que il montre que depuis qu'il côtoie les pros, en fait, il est jamais meilleur que dans l'adversité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Désiré Doué est en train de s'installer tranquillement. Il nous l'avait dit à la sortie de Salzbourg, en interview, en entretien, quand on avait croisé en zone mixte, il nous avait bien dit. Il a fait, le coach, il me fait même jouer en numéro 9. Limite, ça le surprenait un peu. Il dit, je travaille en tant que numéro 9, mais... Bon, c'est pas son poste du tout. Oui, c'est pas sa grande cam. Effectivement, Loïc, puisque tu tenais le micro, donne-nous ton j'aime ou ton j'aime pas de ce trophée des champions. On parlait de numéro 9, Ousmane Dembélé, qui pour moi est aujourd'hui, alors je mets Gonzalo Ramos à part parce que il revient de blessure,
et c'est l'attaquant le plus décisif. Mais quand Ramos n'est pas là, pour moi, le plus fort à ce poste-là, et même celui qui correspond le mieux à ce que veut faire Luis Enrique, c'est Ousmane Dembélé. J'aime vraiment ce qu'il propose dans ce poste de numéro 9. Il l'avait fait la saison dernière sur la pelouse de la Sociedad, en Ligue des Champions. Il avait été très bon. Il le fait quasiment dans tous les plus gros matchs joués par le PSG cette saison. Et je trouve c'est un poste qui lui permet d'être libre sur le terrain, de venir chercher le ballon un peu plus bas, de partir à gauche ou à droite quand il en a besoin, et d'être plus décisif. Même si quand on regarde les stats, on se rend compte qu'il dribble plus côté droit, il fait plus de différence côté droit, mais quand on regarde juste à l'œil nu, on a vraiment l'impression qu'il se sent mieux dans ce poste-là, un peu plus libre en position de faux numéro 9. Donc j'aime beaucoup voir Ousmane Dembélé à ce poste-là et j'aimerais bien qu'il soit pérennisé à ce poste-là. Je vais rebondir avec vous les copains, mais juste quand il revient à droite et qu'il est avec Hakimi, c'est à ce moment-là que le PSG retrouve un peu de peps quand même. Toutes les stats le montrent qu'il est meilleur à droite que dans l'axe. Mais bizarrement, je le préfère dans l'axe. D'accord. Alors juste pour rappeler, ces stats de cette saison, il en est à une... En plus avec petite tension avec le coach quand même, il en est à déjà 9 buts et 5 passes décisives pour Ousmane Dembélé. D'ailleurs, vous êtes plutôt Patek ou Rolex. Désolé, j'ai pas cette expertise-là. Tu n'as pas cette expertise, bien sûr. J'ai pas l'expertise. Ah ouais, c'est plus classe. D'accord. Tu sais que quand il me le dit, en fait, on est 5 en zone mixte dans le stade 974 de Doha. Il nous dit ça, il fait j'ai un pari avec mes copains, et comme cadeau il y a Patek ou Rolex. Et là, je vous jure, je suis resté comme ça stoïque devant lui en me disant mais de quoi il parle? Rolex, ok, mais alors Patek, juste pour expliquer, parce que Lucas qui réalise cette émission ne sait pas ce que c'est. Ce sont des montres. Tu savais, d'accord, très bien. Patek Philippe. Patek Philippe. Voilà. Donc c'est Patek Philippe. C'est plus classe que les Rolex. Voilà. Bon, bref. Le bas de gamme est beaucoup plus cher que le bas de gamme de Rolex. Bienvenue dans cette émission pour parler. Ici Paris de France, 100% montre la tribune. Voilà. pour revenir sur Ousmane Dembélé, et je pense qu'il va peut-être le réaliser. Il n'a pas voulu nous le donner. Moi, j'ai forcé un peu le coup en lui demandant c'est quoi l'objectif. Le double-double, je pense. Peut-être, moi, je pense que c'est battre son record de but en carrière. C'est 14, non? Il est à 14, saison 2018-2019, je crois, avec Barça. Ouais, ça va. Son nombre de passes D, c'est 21, je crois. Alors, j'avais regardé sur Transfermarkt, mais Transfermarkt prend en compte les pénaltys provoqués. Alors, je suis pas sûr. C'est parce que c'est le règlement Bundesliga. Voilà. Donc, c'était 21 la saison de Dortmund. D'accord. Bon, on va voir ce que c'est. Oui, peut-être un double-double aussi, un peu dans le terme basket. Bon, on va voir. Mais en tout cas, c'est vrai que Ousmane Dembélé, sur ce match-là, en tout cas, a été l'un des détonateurs. Ouais, alors moi, j'ai une Apple Watch, voilà. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est pas troisième. T'as bien fait, ça fait les 3 marques. Voilà, c'est ça. Moi, pour être un peu plus sérieux, moi, effectivement, j'avais beaucoup aimé l'année dernière le match contre la Sociedad, effectivement, qui a été un peu un des matchs de référence de Ousmane Dembélé la saison dernière, où effectivement on l'a découvert dans un rôle très différent, très libre sur le terrain. Et en fait, c'est vrai qu'à droite, il fait des différences, mais plus par la vitesse, par le dribble, par le coup de rein, mais il fait aussi des différences dans l'axe, par son placement, par la façon qu'il a d'occuper les défenseurs. Moi, je sais pas si je préfère l'avoir lui dans l'axe plutôt que Ramos, par exemple. On en reparlera tout à l'heure, mais moi, gardez-moi Ramos de Ramos. Après, ça offre des solutions. Moi, la seule réserve que j'ai, disons, c'est que je pense que contre une grosse adversité en Ligue des Champions, par exemple, là, il y a City qui va arriver le 22. Je suis pas sûr qu'un Ousmane Dembélé dans l'axe soit forcément la meilleure solution, parce qu'on a vu que en Ligue des Champions, le PSG contre les gros, en tout cas, a manqué un peu d'efficacité, a manqué un peu de tranchant, et que du coup, vu que c'est un joueur qui a aussi un peu de mal à finir, à faire des différences, en tout cas dans cette zone-là, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça offre des solutions, ça offre des différentes possibilités à Luis Enrique, et c'est toujours une bonne chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marc, très court sur Ousmane Dembélé, il propose une chose, enfin la profondeur. Quand il t'embarque les défenseurs, ça fait très très mal. Ouais, il embarque aussi les défenseurs dans le sens inverse. Ousmane, c'est surtout ça, parce qu'on l'attend pas spécialement on l'attend pas en rupture, on l'attend pas en profondeur, on l'attend plutôt à toucher un ballon, à orienter, à faire une passe. C'est plutôt là-dessus que. Après, moi, je me demande si en fait il est meilleur en 9,5 ou en 10 en fait. Ah oui, moi j'y vois un peu plus. Moi j'y vois une vraie différence. Pour moi, l'année dernière, la Sociedad, il est pas 9,5, il est 10. Il est vraiment 10. Ouais. Il est vraiment 10. Et en fait, son rôle, c'est de créer un surnombre, de faire en sorte qu'il soit 4 au milieu et que Kylian, c'est comme ça qu'il marque, il prenne la profondeur, qu'à droite, ça prenne la profondeur. Et c'est ce qui se passe.
Il y a une différence pour moi entre coller un peu à la défense, redescendre, aimanter le jeu, essayer d'ouvrir des espaces pour les autres et faire le jeu. Donc C'est le faux numéro 9, c'est le rôle du faux numéro 9. Mais il y a une densité et un volume de jeu qui est, à mon sens, pas le même. Voilà. Et un placement qui est pas le même. Je pense qu'un 10 vient moins coller à la défense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ousmane Dembélé a bien lancé ça en année 2025. On va l'écouter, Ousmane Dembélé. J'aimerais, on va tu sais quoi, Lucas, qui réalise l'émission, on va se le garder parce qu'il va rentrer parfaitement dans notre débat sur le mois de janvier. On va garder Ousmane Dembélé, mais on va l'entendre en sortie. On en profite parce qu'on l'a pas souvent auprès des médias en zone mixte. Comme il a été élu joueur du match, bien évidemment, il est passé, ce qui était plutôt bien. Par contre, d'ailleurs, faut le savoir, il y avait 2 zones mixtes là, et il y avait les Français et à côté les étrangers. Il a accepté de faire les Français, puis tout d'un coup, il a regardé la de presse et il dit bon, j'en ai fait suffisamment, je me tire. C'est vrai. Et en fait, il a laissé sa médaille. Il avait mis sa médaille par terre, donc là il y a un stadier qui l'appelle en disant monsieur, vous avez oublié votre médaille. Il fait je vais pas la perdre. Il se l'est récupéré et il se l'est mis de côté. Marc, avec toi, cher ami, le j'aime ou j'aime pas. Je vais découvrir avec toi. J'aime pas. J'aime pas. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Ça va au-delà du match, mais c'est le match en gros, l'organisation du match. Je trouve que le match n'était pas dingue, et puis dans un stade. On va dire moitié plein pour ceux qui étaient sur place. Alors un peu plus. Ça a commencé moitié plein. Pour être très franc, ça a commencé moitié plein. Et après 25 minutes de jeu, ce qui était très surprenant, bien évidemment, on s'est retrouvé avec 35 000 spectateurs. Voilà, il restait quand même des trous, mais c'était pas plein. En fait, ce que je note de ce match et du match de l'année dernière et des matchs des années précédentes, c'est que le trophée des champions, qui est par exemple dans les autres, chez nos voisins, l'équivalent est un rendez-vous. Ici en France, ça devient plus rien, ça devient un événement anonyme. Et dans une période où le football français a besoin de reconnecter avec son public, partir au Qatar, qui n'était pas une solution en termes d'exposition, je pense, même pour l'étranger, intéressante, et pas la solution que Monaco, par exemple, souhaitait, c'est une mauvaise idée. C'est une vraie mauvaise idée. Et je pense qu'il est temps soit de changer la formule, de ce trophée des champions, mais surtout de le ramener à la maison et de faire en sorte que le public français recolle avec cet événement et que ça devienne soit en pré-saison, soit à la mi-saison, un moment du football français qui soit accueilli, respecté, attendu par tout le monde. Et c'est plus le cas. Et je trouve que ce match PSG-Monaco au Qatar, ça en était parfaitement le symbole. Alors, on va pas revenir sur la prestation de Monaco, mais effectivement, on peut se poser la question. D'ailleurs, il y a une information de Arnaud Herman que l'on salue ce matin dans le journal L'Équipe, qui se pose la question et qui annonce que la Ligue se pose la question de faire un trophée des champions différent, peut-être même un espèce de Final Four de quatre équipes qui s'affrontaient. Non, Alex. Non, mais en fait, moi c'était un peu le. J'ai quelle belle idée. Non, mais en fait, moi c'est un peu. C'est ce que fait l'Italie, ce que fait l'Espagne. Et moi, vraiment, je trouve ça naze. C'est-à-dire qu'en fait, ça enlève encore plus de substance à un truc qui en perd déjà depuis des années, qui est genre ce match entre le vainqueur du championnat, le vainqueur de la coupe. Là, tu veux faire tu vas encore ajouter des matchs, tu vas encore ajouter des tournois, des trucs. Tu vas aller faire ça en Arabie Saoudite ou au Qatar ou au Népal ou je ne sais. Ben oui, je sais, mais c'est en fait tu surtout nous quoi. Ouais, et ça, mais c'est dommage. Moi, évidemment, je suis plus dans ce que disait Marc il faudrait effectivement déjà ramener ça, parce que je regardais du coup le premier trophée des champions à l'étranger, c'était en 2009 du coup, donc c'est quand même, ça prédate très largement la tendance, voilà, mais c'est avoir un trophée de champion qui revienne déjà en été avant le championnat, déjà serait une bonne chose, parce que là l'Espagne et l'Italie sont tous en train de le faire maintenant, parce que ça arrive en hiver. Mais à l'époque on disait l'été c'est nul, les mecs c'est des matchs amicaux, c'est le dernier match amical pour tous les clubs français, c'est pas terrible. Tu te souviens du trophée des champions quand c'était à Cannes tous les ans, toi? À Cannes. Tu sais, tous les ans à Cannes avant le trophée des champions. Ma sœur de balle. Non, mais à l'époque, le trophée des champions, c'était tous les ans à Cannes. Ah ouais. Pendant longtemps, ça a été même vous ne savez même pas. Non, pendant tous les ans, c'était à Cannes. Je fais confiance au local de l'étape. Ah ouais, c'est pour ça que je me demandais s'il avait pas pour vous montrer que c'était un rendez-vous. Vous parlez de rendez-vous à l'époque, je voulais scotcher sur un truc, c'était à Cannes tous les ans. 2002-2004 Cannes. Encore avant. Je suis tout devant les yeux. Non, mais c'est intéressant. Après derrière, c'est vrai que c'était plus longtemps que 2 ans. Le fait d'aller à l'étranger, peut-être que ça va pas plaire. Moi, ça me choque pas plus que ça, mais effectivement, est-ce que c'est plutôt, toi tu soulignes aussi le choix de Doha, c'est ça? Non, mais en fait, au moins qu'on aille dans des stades qui sont pleins, où il y a un vrai engouement autour de la Ligue 1, en fait. Quand
c'est pas le cas en fait. Peu importe où tu vas, c'est pas le cas. Donc, de toute façon, il y a plus Neymar, il y a plus Messi, il y a plus Mbappé. C'est ce que nous a dit un journaliste d'Orix FM, d'une radio francophone du Qatar. Je lui ai posé la question, et d'ailleurs on l'a diffusé ensuite dans les matinales de Radio France, où il nous expliquait plus de vedettes au PSG, donc effectivement moins d'intérêt pour ce public-là qui est un public de consommateurs et qui veulent voir des stars. Et là, il n'avait pas de stars. Oui, Marc, quand tu lèves le doigt, moi je sais que l'idée de la Ligue là, dont Arnaud fait écho ce matin, c'est un truc qu'on entend depuis plusieurs mois et moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est très bien, moi je suis d'accord. Le côté play-off. Ouais, je trouve que c'est intéressant et tout, mais le problème c'est en effet c'est ce qu'il y a autour, c'est le calendrier. C'est-à-dire que si c'est au début de la saison prochaine, très bien, mais le PSG en fait ils reviennent de la Coupe du Monde des clubs. Le mois de janvier c'est très bien, au mois de janvier. Voilà, mais au mois de janvier, avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est quand même un truc, c'est un truc qui est. Voilà, plus de la Ligue, au bout d'un moment on a un championnat à 18. Mais en vrai, on a deux matchs de Ligue des Champions en plus. C'est et puis je sais pas. Après, je me pose aussi la question de qu'est-ce qui fait que l'audience marche pour un bon film, pour un bon spectacle. C'est pas l'audience, c'est le fric que tu rapportes. Ouais, mais c'est aussi sa raréfication. Je veux dire, quand tu peux consommer du football partout ailleurs, à un moment donné, tu vas moins regarder. Moi, je regarde moins de football. Parce que en fait, j'en ai tous les soirs, si je veux. Il n'y a pas de problème. J'en ai le lundi. J'ai la Ligue 2 le lundi. J'ai la Ligue des Champions le mardi. Mercredi, jeudi, j'ai la Ligue Europa. Le vendredi, j'ai le premier match de Ligue 1. Le samedi, j'ai la Ligue 1 de la Ligue 2. Et le dimanche, j'ai de la Ligue 1 de la Ligue 2 du championnat anglais. Donc du football, il y en a tout le temps. Et à un moment donné, faut le produit, si tu l'as tout le temps, si tu le raréfies pas un petit peu. Deux choses différentes. Ouais. Il y a la connexion avec le public dont tu parles. Et après, les garçons passent au et le fait d'aller chercher de l'argent aujourd'hui, parce qu'on a un problème avec les droits télé et que les clubs ont besoin d'argent. Les plus gros comme les plus petits, surtout les plus petits. Mais est-ce que si tu vas faire ce qui est intéressant, c'est de faire un Final Four, d'aller prendre un peu plus d'argent encore une fois à l'étranger et d'essayer de repartager cet argent avec les plus petits clubs. C'est ça qui serait intéressant aujourd'hui. Certainement pas. Ils vont les garder entre eux, mais c'est ça qui serait intéressant. Le trophée des champions, ça a rapporté 3,5 millions d'euros. Oui, à la Ligue. À la Ligue. Est-ce qu'un Final Four fait en France avec la billetterie, l'event, la communication, que tu fais 3 millions d'euros? Non, il faut aller à l'étranger. Mais au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui. Si tu le fais pas, tu vas te faire bouffer par les championnats étrangers, ce qui est déjà le cas. Moi, je pense qu'il faut aller se vendre aux États-Unis la saison prochaine. Il faut pas rester. Mais on parle de la Côte d'Ivoire ou du Congo, c'est très bien. La Côte d'Ivoire, c'est génial. Il y a des super stades, ils ont fait la CAN. Je peux dire ils ont plus de l'argent à dépenser. Niveau ambiance, ça va être. C'est génial d'aller en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir dans l'attribution du truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la Ligue, la première proposition qu'ils ont, ferme et définitive, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Et en fait, le Qatar, Paris, ne voulait pas aller au Côte d'Ivoire et le Qatar a amené la proposition après. Et c'est juste aligné sur la proposition de la Côte d'Ivoire avec les 3 millions d'euros et la prise en charge du déplacement pour les équipes. Et il s'est passé à Marseille, Paris, Monaco et Lyon, je prends les 4 plus gros clubs qui font un Final Four en Côte d'Ivoire. Mais les stades seront pleins. Mais rien que Marseille, déjà, ils remplissent le stade facilement en Côte d'Ivoire. Mais tu vois, la question, c'est est-ce que tu vas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, tu as ce côté populaire, en plus très proche culturellement de la France, etc. Ou est-ce que tu vas aller, encore une fois, en Arabie Saoudite, au Qatar, si en la Côte d'Ivoire Chine, aux États-Unis donne assez d'argent, comme c'était le cas cette année, pourquoi pas? Nous ici on dit pourquoi pas, mais la question c'est est-ce qu'ils vont faire ce choix-là à la Ligue, tu vois. Moi j'en doute. En tout cas, on verra bien évidemment pour le prochain Trophée des Champions. La Ligue réfléchit, cette fois-ci c'était à Doha, et le Paris Saint-Germain l'a remporté. Justement, on va écouter Ousmane Dembélé qui va nous lancer notre premier sujet. Voilà. On était à la sortie du match, on est en zone mixte, 30 petites secondes à écouter Ousmane Dembélé. On est tous très heureux de ces résultats. C'était un match quand même disputé. Sur l'ensemble du match, oui, je pense que c'est une victoire méritée. Après, Monaco aussi a eu ses occasions, il pouvait être devant, mais très clairement, si tu ne gagnes pas ce match, une finale, tu n'as pas un trophée, tu dis que ce mois de janvier, tu le commences vraiment très très mal, surtout qu'il y a des échéances qui vont arriver. Mais là, avec cette victoire, ça va nous pousser, ça va nous donner encore plus de confiance.
Et comme tout le monde, on a tous la tête à Manchester City, mais avant ça, il y a des matchs à gagner. Voilà, il y a des matchs à gagner. Janvier est-il le mois charnière de la saison pour le Paris Saint-Germain? Habituellement, c'était en février avec la formule Ligue des Champions où déjà ça se tendait dès les huitièmes de finale en février. Est-ce que janvier est le mois charnière? Il y a eu ce trophée des champions, il y a 3 matchs de Ligue 1, il y a un match de Coupe de France et il y a 2 matchs de Coupe de la Ligue. Tout ça sera à suivre De Coupe de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, de la Coupe de la Ligue des Champions. Merci de me rattraper, c'est le retour. Je suis pas jet-lagué en fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement une petite erreur. Les amis, est-ce que Alex, on est sur le mois charnière pour ce Paris Saint-Germain? Donc 2 matchs de Ligue des Champions, Manchester City, il en parle. C'est pour ça que je voulais entendre Ousmane Dembélé. Tout de suite, il vient te dire. Mais On a en tête City. je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends un joueur dire on a la tête à un match dans 3 semaines. C'est assez rare. D'habitude, ils disent tous ouais, le match le plus important c'est le suivant. Ousmane Dembélé, il n'a pas de filtre. Donc. Ouais, voilà, c'est Quand ça. tu parles avec lui, il n'a pas de filtre. Il Il dit ce qu'il pense. Il y en a rien à Ah, lui, foutre, Ousmane, mais donc voilà. Mais donc effectivement, ce mois il est charnière pour moi dans 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect physique. Il va falloir extrêmement bien gérer la rotation, l'aspect physique, pas avoir de grosses blessures parce que après ça peut te mettre dedans pour la suite de la saison. Avec le match de Monaco, il y a 7 matchs dans le mois, donc 7 matchs en 3 semaines et demie, c'est quand même énorme. Et l'autre aspect, évidemment, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, tu as Manchester City qui arrive le 22. Tous les regards, évidemment, sont tournés vers Manchester City. City, ça allait pas bien depuis 12 matchs. Là, ils ont fait 2 victoires d'affilée. Je sens qu'ils sont en train de se remettre en forme juste pour venir au Parc des Princes. Donc ça va être intéressant aussi. Et en fait, si tu perds contre City, derrière, pour le dire de manière élégante, tu claques un peu des fesses quand tu vas aller à Stuttgart. Donc c'est ce match-là, c'est le match le plus important de ta saison, c'est clair et net. Et après, avant ce match-là, il va falloir extrêmement bien gérer les temps de récupération, il va falloir gérer les temps de jeu, il va falloir gérer les égos, les machins, les trucs. Donc oui, c'est un mois charnière en attendant février, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, que Ousmane Dembélé vienne nous dire, bah voilà, nous on a en tête. Moi, ça me fait peur parce que je le connais, mon PSG. Quand il a un truc en tête comme ça, si ça se passe mal, derrière tu récupères tout le C'est monde. normal, quoi qu'on dise, les joueurs ils pensent qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte. Ouais, Voilà, puis on bon, parle du mois de janvier, on peut parler de tous les autres matchs qu'on veut. Il y a 10 points d'avance en Ligue 1. Voilà, et puis tu Il y a joues qu'un truc Australie qui en compte. Coupe de France. Il y a un seul truc qui compte, c'est Manchester City et Stuttgart. Avec des champions, tu te fais sortir à la fin du mois de janvier, ta saison est terminée. Tu seras champion de France tranquillement. Il faut aller chercher la Coupe de France encore derrière, mais sinon ta saison elle est finie. Et puis t'es en pleine crise si tu perds en mois de janvier, t'es éliminé de la Ligue des Champions. C'est une énorme crise pour le PSG. Quoi qu'on en dise, quoi qu'il y ait le projet aujourd'hui au club. Ce serait pas normal de voir Paris éliminé en Ligue des Champions. Donc il y a plus que ces 2 matchs qui comptent. Donc c'est normal qu'ils pensent qu'à ça. Nous aussi d'ailleurs. Et Alex, surtout, et après, ce sera surtout une crise si Paris est le seul gros qui sort. Parce que si. Après, ça leur donne une excuse, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté, t'as quand même un autre gros qui a pas bien géré la nouvelle formule, ou ça a quand même fait des victimes, etc. Mais ça changera si pas Paris, le fond du problème. Évidemment. Bien sûr. Mais si Paris, en plus, c'est le seul gros qui sort, c'est-à-dire que t'as la triple honte, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En plus, il y a une chose, je me retourne vers les spécialistes mercato que sont Marc et Loïc. Moi, je vais boire un coup de. Mais non. Voilà, ça c'était. Café à J'en étais sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, juste une chose, on ne peut pas se renforcer. C'est-à-dire que t'as beau prendre des joueurs. En Ligue des Champions. Ils pourront pas jouer Pour la Ligue des contre Champions, City et contre on Stuttgart. est bien d'accord. Non, mais pour Ils bien vont pas jouer oui. les 2 matchs de Ligue des Champions. c'est Ces 2 logique. matchs-là. D'accord. Ces 2 Après- matchs-là. Mais après, au mois de février, Non, pour la jouer, logique, c'est je crois, qualifié. Oui, en logique, c'est- ça Mais après, c'est comme tous les ans. C'est-à-dire tous les ans. une liste pour la phase de groupe, une liste pour la phase finale. Là, c'est juste que la phase de groupe. Regarde. Ouais. Oui, Non, c'est- alors, spécialiste Mercato, bonjour. Voilà. Voilà, il Donc ça, l'a c'est mal normal. pris, je sens qu'il va pas revenir. Oui, il va Pour faire la une fois tête. qu'il y a une décision qui est Oui, prise c'est par normal, l'UEFA qui est c'est normale, normal. pour le coup, Logique. tout à fait logique. Faut les féliciter. Ah Non, bah mais oui, bravo. c'est juste pour rappeler, et pour les auditeurs qui nous écoutent, les internautes aussi sur YouTube et en podcast, c'est pour leur rappeler bien évidemment ce point de règlement. Marc, tu voulais réagir Ouais, je voulais juste ajouter un Oui, truc. dis-nous. C'est que si Paris il passe la Coupe de France et le Tour de Ligue des Champions, il joue tous les 3 jours jusqu'à la prochaine trêve internationale de mars. Ça veut dire qu'entre le 12 janvier Terrible. et je crois tout autant en mars, la mi-mars, Oh oui. Paris joue tous les 3 jours.
Donc je ne sais pas si Loïc dit ça c'est terrible pour les organismes des joueurs ou si c'est terrible pour les journalistes qui suivent le Paris Saint-Germain. Pour un club qui a presque 900 millions d'euros de budget, au bout d'un moment, jouer tous les 3 jours, c'est la moindre des choses quand même. Ouais, mais là tu joues il faut faire attention. Mais à bout d'un moment, c'est toujours pareil. Non, mais tu as toujours le Paris Saint-Germain. Dans cette période, tu as toujours une petite semaine où dans cette période, tu as toujours une petite semaine de battement en général où tu as un repos à un moment donné. Là, c'est vraiment tu bombardes quoi. En plus, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'ils vont se qualifier. Franchement, en Ligue des Champions. On devrait aller voir le basket un peu. Ah oui. Voir ce que font les basketteurs un peu. Ils jouent des fois le dimanche et le lundi. Oui, c'est sûr. Ah bah oui, je l'ai vécu avec le Paris Basketball. Je suis allé les voir. Ils sortaient du match de Villeurbanne, ils jouaient Limoges le lendemain, effectivement. Hockey sur glace, c'est la même chose. Ils peuvent enchaîner deux matchs. Après, un basketteur qui joue 27 minutes dans un grand match, 30 minutes. Pourquoi on le fait pas pour le footballeur? Pourquoi il n'y a pas un effectif assez suffisant pour faire tourner? Non, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Mais bon. On va peut-être voir Preston en Coupe de France. Ouais, moi, j'y crois pas ça. Si en équipe de France, on va y revenir. On aura l'occasion d'y revenir pour le mercato. En tout cas, c'est peut-être le seul match sur lequel on va le voir. C'est ça. En tout cas, il a le droit de faire des voyages. Il a le droit de faire l'ambianceur est là pour mettre l'ambiance dans des photos avec les Titi, c'est bien. C'est ça, effectivement. On salue Presnel Kimpembe, bien évidemment, puisque Presnel Kimpembe écoute régulièrement, bien évidemment, cette émission. Donc pour vous, moi charnière, j'ai bien compris. Mais attention à l'écueil de ne pas laisser des points en championnat sur les. On s'en fout. Mais non, Loïc, tu peux pas dire ça. On s'en fout complètement. Pourquoi? Et parce qu'à 10 points d'avance, le PSG va être champion quoi qu'il arrive. Alors laisse-les tes points, fais tourner en Ligue des Champions, en Ligue 1. La vérité, Bruno, c'est que les autres équipes, elles vont les laisser aussi les points. Donc tes 10 points, c'est tranquille. Enfin, en vrai, t'es tranquille. D'accord. Franchement, il y a Monaco, ils sont derrière. Marseille, ok. Marseille, je vois pas faire. Enfin, peut-être ils auront une dynamique de champion, mais Monaco, ils ont encore une Ligue des Champions à aller jouer. Déjà, il faudrait qu'il y ait une série. Il faudrait qu'avec Marseille, Monaco, Lille et Lyon fassent une énorme série pour attraper le PSG. Et que le PSG se casse la gueule. Donc ça fait beaucoup les deux combinés, c'est très compliqué. D'autant plus que, alors sans manquer de respect à quiconque, les 3 adversaires en Ligue 1 ce mois-ci, c'est Saint-Etienne, Lens et Reims. C'est pas des matchs faciles non plus. Mais même Reims, ça joue pas mal. Mais c'est avec une équipe à prime, tu t'en sors, quoi. À la rigueur, un nul, quoi. Mais bien sûr, ça va, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, vous l'avez entendu, vous allez pouvoir suivre tous ces matchs. Oui, parce que nous, on va les faire, tous ces matchs. Marc Béchénois, sur l'antenne de ici Paris. Je vais en faire quelques-uns aussi. D'accord, très bien. Je suis content, ça, c'est bien. Moi, je vais pas à Espali. Toi, tu vas pas? Toi, tu vas pas à Clermont-Ferrand? Ah non, je vais à Lens. C'est mieux. Ouais. Moi, je préfère quand même. Le week-end d'après. Voilà. Mais moi, je fais les deux. Bah oui, et voilà. T'as pas le choix. Moi aussi, je vais à Lens, mais je serai en tribune, moi, du coup. Très bien. Tu fais un peu une Raphaël Varane. Mais j'ai une très bonne amie à moi qui est fan de Lens et qui m'amène en tribune avec elle. Très bien. Sympa comme ambiance. Je l'avais fait pour le PSV Eindhoven l'année dernière, c'est extraordinaire. Comme ça, au moins. J'ai vécu un très grand moment. Si vous avez une expérience à faire, faites-le du côté de Lens et vous serez peut-être accueillis par Alex Aflalo. Les amis, on va parler quelques instants. Après, on fera une pause et ensuite, derrière, on fera la pause et on parlera mercato. Mais d'abord, je voudrais juste parler d'un dernier garçon. C'est Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Est-il simplement et seulement un super remplaçant, un super sub, comme on aime à l'appeler? Je vous rappelle juste qu'on s'est fait envoyer bouler par Luis Enrique lors de la conférence de presse au Qatar, où quelqu'un lui demande, un journaliste de l'agence France Presse, qui lui dit, après plusieurs questions, il a laissé parler de la joie d'avoir gagné et autres, de dire, voilà, pour vous, il est quoi? Il est un super remplaçant. Et là, c'est toujours la même histoire. Vous cherchez à remuer la boue. Et moi, je veux me concentrer sur la progression de mon équipe à chaque match, quels que soient les joueurs alignés. Bon, ça, c'était pour la réponse sur Gonzalo Ramos. Les amis, autour de la table, Gonzalo Ramos est-il seulement un super remplaçant? Marc? Oui. D'accord, merci, au revoir. Franchement, moi j'y vais, franchement. Non, moi je me souviens de la réponse qu'il avait faite avant le match contre l'Olympique de Marseille. Quand on lui demandait quand est-ce que Gonzalo Ramos allait revenir. On lui demandait juste la date de son retour. Et il avait dit le 25. Et puis surtout, il avait enchaîné de lui-même sur il faut arrêter de croire que l'arrivée d'un attaquant ou que le retour de Gonzalo Ramos va tout résoudre. Et quand il dit ça, je sais qu'il veut replacer replacer le spectre sur son équipe. Mais pour moi, ça veut aussi dire la considération qu'il a pour ce joueur. Et je pense que c'est pas un joueur qui colle parfaitement au profil du numéro 9 qui est celui de Luis Enrique. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que le Gonzalo Ramos, il est décisif tous les matchs après lesquels il revient après le Bayern Munich. Ouais. Et en fait,
il n'y a pas de continuité pour lui. Donc ouais, pour moi c'est un super sub. Ça sera jamais le numéro 9 ou l'attaquant indispensable, indiscutable de Luis Enrique. Ce qui est sûr quand même, moi je suis désolé, sur le match à Doha, sur le but de Dembélé, son travail, il en aspire 2. Il va pour tacler le ballon, ça lui passe devant ou derrière, je ne sais plus, mais il fait un appel qui emmène du monde. Il sert quand même ce joueur, Alex. Ah bah oui, non mais c'est-à-dire que c'est un vrai numéro 9, c'est un joueur qui est obsédé par le but et c'est le seul quand il est sur le terrain au PSG qui est obsédé par le but. Et ça change des choses quand même. Bien C'est-à-dire sûr. que tout ce qu'il fait est dirigé vers le fait de savoir quel bruit font les filets. Donc à un moment donné, c'est pas le cas de tous les autres joueurs offensifs au Paris Saint-Germain. Maintenant, moi c'est vrai que j'ai toujours un petit dilemme, on va dire, avec Gonzalo Ramos, c'est qu'il est jamais aussi fort que quand il rentre en jeu. Et pour autant, quand il rentre en jeu, il nous donne envie d'en voir plus quand il est titulaire, mais quand il est titulaire, il n'est pas forcément performant, quoi. Donc en fait, je pense qu'il doit passer ce step de très bon super sub, ce qu'il est actuellement, à vrai attaquant indispensable, titulaire, etc. Pour l'instant, il n'a pas vraiment, pour moi, passé ce step. Et voilà, mais moi j'aimerais qu'il soit ce joueur, qu'il soit un titulaire indiscutable. Ouais. Tu veux réagir, Marc, à ce qui vient d'être dit Non, voilà. non, merci, c'est bon. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Loïc, est-ce que Luis Enrique peut changer? Non. Et est-ce qu'il peut se dire, non, est-ce qu'il peut se dire que ce numéro 9, il va le placer, il va l'installer? Non. Ou Bah non, parce qu'en fait, dans une équipe normale, Gonzalo Ramos, il est titulaire tous les jours dans ce PSG-là. Dans une équipe sous Luis Enrique, non. C'est ce qui est bizarre avec Luis Enrique, c'est qu'il a ses idées, il veut mourir avec ses idées, et puis il changera jamais. Même s'il sait qu'il a tort, il continuera à faire ce qu'il pense être le mieux. Mais moi, je pense que dans une équipe normale, il doit être titulaire. Il a tout ce qu'il faut pour être titulaire. Le problème, c'est que ce que lui demande aujourd'hui Luis Enrique, ce que demande Luis Enrique à son attaquant, mais il ne peut pas le faire. Il n'est pas physiquement fait pour venir chercher des ballons. Il est très fort de haut jeu, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Mais à chaque fois qu'il entre, il change le visage du PSG. C'est une vérité, c'est qu'il aspire les défenseurs. Il est tellement présent, lui, pour le coup, dans la surface, que ça libère les deux sur les côtés. Et puis devant le but, il est clinique. Il est très très fort devant le but. À part le Salzbourg où il loupe 2-3 occasions avant de marquer. Mais sinon, il est très fort devant le but. Moi, c'est vraiment l'attaquant que j'aime beaucoup. Et j'espère pour lui qu'il aura un peu plus de temps de jeu parce qu'il le mérite. alors là, par contre, Ouais. tout à l'heure, j'avais cru voir un geste Et là, oui. de Marc, Bah mais ouais. là, cette fois-ci, j'ai le droit. Non, mais moi, je suis 100% raccord avec lui. Et en fait, dans un club à peu près normal, après la première partie de saison que tu as traversée, notamment en Ligue des Champions, où tu as eu des problèmes d'efficacité chronique, tu te poses la question de savoir si tu vas faire un numéro 9 ou pas. Enfin, c'est la logique, surtout quand ton autre objectif, c'est de sortir en numéro 9 cet hiver, c'est de le remplacer par un numéro 9. Mais non, en fait, dans ce club, on va recruter à gauche, alors qu'est en train d'éclore Désiré Doué qui fait le match avec Bradley Barcola. Et on va pas recruter de numéro 9, ou on va pas jouer un match, ou recruter potentiellement un numéro 9 qui conviendrait un peu plus à ce que Luis Enrique aimerait faire. Non, on va rien faire de tout ça, à moins d'une surprise, à moins que le gars se dise que peut-être pour préparer la saison prochaine Ou qu'on lui impose. Comment Ou qu'on lui impose. Ou qu'on lui impose, parce qu'en vrai Luis Campos il continue à travailler ses dossiers sur un numéro 9. Enfin, en tout cas il entretient des relations, il échange avec des entourages de joueurs et des clubs, ouais, ou Osimhen, voilà. Des mecs qui correspondent encore moins à l'autre. Non, mais c'est vrai, ça pour le coup, alors Gyökeres, pour moi, c'est. Mais il en veut pas de toute façon. Ah non, mais, effectivement, quand tu le vois jouer, tu comprends pourquoi il en Oui, veut puis pas. de toute façon, faut pas. Il a besoin de 40 mètres devant lui pour être fort, Gyökeres. Après, c'est un très bon joueur, hein, mais Ouais. c'est pas du tout le style du PSG, quoi. Mais alors, Alex, puisque tu as la parole, puis on va continuer quelques instants sur Ramos, et puis après on fera une pause. Mais est-ce que ça va pouvoir tenir très longtemps pour ce garçon? Parce que jouer 30 minutes fin de match, fin de match, je vois pas l'intérêt pour un garçon qui a quand même les qualités pour être titulaire, comme tu le disais Loïc tout à l'heure, pour être titulaire dans toute équipe normale. Moi, le seul point où je suis pas tout à fait d'accord avec mes deux camarades, c'est que moi, je pense qu'il peut devenir le joueur qui colle avec l'idée de Luis Enrique, dans la mesure où déjà c'est un joueur qui est très jeune, qui a que 23 ans, donc il y a quand même de la marge de progression. C'est un joueur qui, alors, on reparlera peut-être de lui tout à l'heure, mais qui, contrairement peut-être à Randal Colomeni, a montré qu'il avait peut-être un peu plus de capacité à se modeler et à s'adapter aux demandes et à voilà.
Et c'est un joueur qui, pour moi, a une palette un peu plus complète et qui est déjà habitué à redescendre, qui n'a pas une mauvaise qualité de passe, de distribution, qui peut, pour moi, avoir ce rôle un peu plus complet. Moi, quand il avait signé au PSG, j'avais regardé un peu ce qu'il faisait. Moi, c'est un joueur qui me fait un peu penser, alors avec quand même une qualité technique, en tout cas balle au pied un peu supérieure, mais qui me faisait penser à Cavani. C'est-à-dire tout le temps en mouvement, tout le temps là pour défendre, pour récupérer les ballons, faire les duels de la tête, les machins, et puis toujours être très pressant devant. Donc moi, je pense... Et ce serait, en tout cas, je crois bénéfique pour le PSG. Je pense que Gonzalo Ramos peut devenir ce joueur-là. Après, si Luis Enrique veut absolument trouver son bonheur ailleurs, qu'il aille le chercher. Mais moi, je pense qu'il peut devenir ce joueur-là. Alors, j'ai deux garçons qui bougent et donnent ligne de la tête. J'ai Loïc qui dit non, je pense pas. Moi, c'est là que je suis pas d'accord. Je pense qu'en termes de qualité technique, première touche de balle, orientation de jeu, participation au jeu, en fait, Gonzalo Ramos, c'est pas sa formation, c'est pas son profil. Et c'est pas ce qu'il saura faire plus tard. Pour moi, c'est mon sens. J'ai essayé de travailler un peu, d'essayer de comprendre au cours de ces derniers mois ce que c'était le numéro 9 de Luis Enrique. Si je devais prendre des exemples ailleurs, pour moi, c'est Kai Havertz, c'est Gabriel Jesus. En fait, c'est des joueurs qui attirent le jeu, à la fois qui attirent des défenseurs, qui attirent le ballon, qui sont capables de libérer des espaces pour d'autres. En vrai, le profil idéal du numéro 9 de Luis Enrique, c'est Marco Asensio. Bon, sauf que voilà, c'est pas un joueur qui est clinique devant le but. Mais c'est un joueur qui, je reprends le match qu'il fait contre Lille, donne l'aperçu de ce que en fait Luis Enrique attend d'un numéro 9. Marco Asensio qui a complètement disparu des radars depuis un mois et demi. D'un moment, il faut avoir un peu de considération pour les joueurs aussi quand même. Moi, je l'aime bien Luis Enrique, mais bon. Ce qu'il fait à Colomani, ce qu'il fait à Skriniar et maintenant ce qu'il fait à Asensio. Ouais, alors que. On parle pas non plus quand même des fonds de tiroir quand même. Donc, Asensio, il a quand même gagné deux Champions League et puis au début de la saison dernière, quand il innovait avec ses vidéos sur le terrain, c'était l'exemple qu'il prenait en replay devant tout le groupe, c'était Asensio, quoi. Parce qu'en fait, Asensio, il avait déjà eu en équipe d'Espagne, donc il avait déjà assimilé le logiciel Luis Enrique, donc il savait les mouvements, il savait tout, et puis maintenant, on est peut-être en train de les pousser vers la porte, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Juste pour Gonzalo Ramos, est-ce que ça peut durer très longtemps, Loïc, et après on boucle là-dessus et on passe au mercato? Au moins jusqu'à l'été prochain. Là, il n'y aura pas de débat sur le mercato de janvier. Maintenant, s'il a aussi peu de temps de jeu et qui marque autant de buts l'été prochain, Luis Enrique peut très bien le dire à la fin. Merci beaucoup, au revoir. Ouais. Il n'a pas de souci avec ça, je pense. Surtout qu'il y a un marché des neufs. Il y aura un marché des numéros 9 l'été prochain. Tu l'as acheté 60-65, c'est ça en plus, Gonzalo Ramos? Oui, mais en fait, tu vas retomber sur tes pattes. Enfin, oui. Enfin, s'il joue comme ça et qu'il marque, sur le marché, c'est pas Colomani. Tu as sorti Ugarte à 60 millions alors que tu l'achètes à 60 millions. Tu sais que je suis allé à Manchester United. Je suis allé voir un match à Manchester. Et à Bolton aussi. À Bolton, pour le Boxing Day d'ailleurs. À Bolton, exceptionnel. Anelka, Djorkaeff, Bernard Mendy. J'ai même envoyé un petit texto à Nana en disant il parle de toi ici. Il n'y avait pas l'attaquant de Toulouse aussi avant Elmander, effectivement. Et là, il y a un petit milieu de terrain, Matete, qui est plutôt pas mal, qui met un doublé sur cette. Jean-Philippe Matete. Allez, bravo. Allez, hop là, elle est belle. Tu veux terminer? Non, juste un dernier mot. Et après, on fait la pause. Moi, c'est vrai que je suis quand même un tout petit peu surpris par rapport à effectivement ce que fait Luis Enrique avec Gonzalo Ramos, parce que la saison dernière, il fait une excellente fin de saison, il marque beaucoup de buts en sortie de banc et il gagne petit à petit sa place. Je ne peux pas dire de bêtises, mais il est titulaire contre Dortmund, non au retour de d'une salle Champions League. Donc c'est quand même qu'il avait plus ou moins réussi à gagner un peu ses galons de titulaire. Il est titulaire contre Le Havre, le premier match de la saison en Ligue 1, il se pète, malheureusement pour lui. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a changé pour que... Enfin, est-ce que Luis Enrique voulait vraiment le mettre titulaire ou est-ce que quelque chose a changé par rapport au Havre en début de saison pour qu'en fait, ce soit plus sa première option, quoi. Donc moi, c'est une question que je me pose. J'ai pas la réponse. Et puis on n'aura jamais la réponse avec Luis Enrique qui nous enverra à chaque fois péter si tu lui poses la question. Bonjour Louis, je sais que vous nous écoutez pour améliorer votre français parce que j'ai entendu quelques mots de français lors d'une opération, au Qatar et je l'ai entendu. Ça le fait. Il parle juste pas français avec toi. C'est ça, pas avec moi, j'ai pas le droit. Et par contre, Gonzalo Ramos, je vous l'annonce. C'est pour bientôt de parler en français avec la presse, j'en suis à peu près persuadé. C'est l'heure de faire la première pause et la seule pause dans cette tribune 100% PSG d'ici Paris, Île-de-France. On se retrouve dans quelques secondes pour parler mercato. 2025, votre radio locale s'offre un nouveau nom. France Bleu Paris devient ici Paris-Île-de-France. 2 véhicules qui se sont télescopés et du coup ça engendre une grosse perturbation qui remonte jusqu'à Gennevilliers. Ici,
l'actu locale en Île-de-France toute la journée. Et pour vous signaler, il y a eu un mini carambolage en haut de la côte de Poissy-Orgeval. Pour accéder via la francilienne sur l'autoroute A4, c'est saturé. Ici, le média qui vit comme vous. Ici, 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, le podcast d'ici Paris, Île-de-France, avec Loïc Tanzi, Marc Méchénois et Alexandra Flalo pour consulter, voir un petit peu l'actualité du Paris Saint-Germain et discuter autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et je sais que ça, c'est un dossier qui décompte. Alors, on nous le reproche, ouais, vous parlez mercato, mais comme par hasard, c'est ce qu'on préfère, c'est de savoir un petit peu. Ça, c'est fou. Ah oui, c'est ça. Non, mais les gens critiquent toujours les infos mercato, etc. Alors que c'est ce qui est plus consommé. Bien sûr. Voilà, voilà, les gens ont besoin de savoir ce qui va se passer dans leur club. Et nous aussi, au Paris Saint-Germain, on veut savoir ce qui va se passer, bien évidemment. Alors, j'ai plusieurs questions, je les ai un petit peu lancées comme ça, mais j'ai envie d'attaquer sur un dossier qu'on n'attendait peut-être pas, qu'on a vu partir d'un coup il y a 3 semaines, même pas 3 semaines. C'est le cas Nuno Mendes. Nuno Mendes, on le rappelle, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, bien sûr l'un des cracks un peu générationnels dans son couloir, qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Et notre Nuno Mendes, eh bien, on pensait vraiment, parce que c'est les échos de mon côté que j'avais, c'était quasiment réglé, que c'était bon, c'était fait. Et là, ça s'est redressé d'un coup, et on nous annonce que c'est pas signé, qu'il n'y a pas de prolongation en vue, et que si ça continue comme ça, il pourrait peut-être bien partir. Est-ce que quelqu'un déjà peut m'expliquer, Marc, Alex ou Loïc, qui veut y aller? Marc? Oui. Ouais, moi, sur Nuno, pour nous expliquer. Je maîtrise c'est assez simple. Il s'était mis d'accord avec le PSG. On est d'accord, il y avait vraiment, parce qu'en octobre-novembre, il y avait un accord. Il manquait plus que la signature. Il y a une date, je crois, une date de signature même qui avait été proactée entre les deux parties. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Pour le coup, c'est là où il est flou. Est-ce que ces agents estimaient que finalement le nouveau contrat n'était pas suffisamment élevé en termes de salaire? Est-ce que l'arrivée de Manchester United avec Ruben Amorim a tout changé parce que c'est même agent et que Amorim a dit non, surtout ne le faites pas signer, je vais le faire venir à Manchester United, ce sera mon titulaire avec un salaire doublé par rapport au Paris Saint-Germain. Il y a un truc qui s'est passé en tout cas entre le début du mois d'octobre et l'arrivée d'Amorim derrière. Manchester est arrivé et puis il a dit au PSG non, ça ne me convient plus, ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer. Mais il demande quelque chose d'autre? Pour l'instant, non. Pour l'instant, le truc, c'est de dire je veux plus signer. Vas-y, Marc. Pareil que Loïc, en fait, en gros, je sais que le PSG veut annoncer en fait les trois signatures de Hakimi, Vitinha et décembre, en décembre, et qu'il avait été question que lors du dernier match de la saison au Parc, il y ait une présentation commune. Avec même Zagué notamment et Elanache qui sont 2 jeunes qui ont signé. Il devait être 5. Et du coup, ça a été reporté pour diverses raisons. Je ne sais pas si le fait que Nuno Mendes et donc je ne sais pas si c'est le fait que Nuno Mendes ait fait volte-face qui ait changé la donne. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que déjà il y avait eu une petite anicroche au début de saison sur Nuno parce que le système de jeu qui était proposé par Luis Enrique, dans lequel il était très en retrait, avait été un élément de réflexion. Bon, le système de jeu a périclité et il a pris une place beaucoup plus importante et beaucoup plus offensive qui expose ses qualités de meilleure manière. Donc ça a été réglé et c'est vrai que du côté de la direction sportive, il y avait un optimisme qui était affiché très nettement fin novembre quand l'information que je crois Loïc a sortie sur que Hakimi s'était fait. Hakimi, la direction faisait savoir que le prochain sur la liste c'était Nuno, quoi. Est-ce que il faut la chose que moi je sais, c'est que la direction et l'entourage du joueur ont prévu de se revoir début janvier pour discuter. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va croiser les doigts, bien évidemment, pour. Après, il lui reste 1 an et demi, il y a le temps. Oui, mais bon, on le sait quand même. Mais voilà, Luis Campos, si tu veux récupérer un peu d'argent, ce sera. Ouais, c'est cet été. Oui. Après, c'est pour le coup, je me suis par libre, c'est vraiment après un petit salaire pour le PSG, c'est à l'échelle du PSG. Luis Campos, c'est quand même un mec qui aime pas laisser rentrer un joueur dans sa dernière année de contrat, donc.
Et puis après, il y avait l'interview que Luis Enrique a donnée cet été à la télé du club, dans laquelle il dit un joueur qui veut pas être là, on n'en veut pas. Donc à voir si, parce qu'on part pas du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est un peu en paradoxal, mais un joueur qui veut pas partir en général, qui veut partir, mais que le PSG veut pas laisser partir, en général, il part pas. Ouais. Est-ce qu'il faut craindre un départ de Nuno Mendes? On vient d'entendre les copains Alex, mais est-ce que ce serait une catastrophe de perdre un joueur comme ça? Alors moi, en termes de mercato, j'ai lu sur Twitter qu'on voulait faire Ronaldo. Alors, Mohamed Salah aussi. Je sais pas. Moi, si le PSG prend Ronaldo, il peut laisser partir Nuno Mendes. Hein, moi, ça pose pas de... Non, plus sérieusement, est-ce qu'il faut le craindre? Non, parce que tous les joueurs sont remplaçables. Dans l'absolu. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont, ils viennent, même avec tout le talent qu'il a et avec toute l'affection que je lui porte, ça reste qu'un joueur de foot parmi 11, parmi même 25. Voilà, il y a des latéraux, il y en a sur le marché, il y en a peut-être même qui correspondent plus à ce que veut faire Luis Enrique avec un latéral gauche, ça, il n'y aura pas de souci. Après, est-ce que moi, ça m'embête si Nuno Mendes part? Oui, parce que c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur, moi, qui me fait vibrer. C'est un joueur qui, du haut de son poste de latéral gauche, est capable quand même de faire des choses avec le ballon, avec son corps, qui sont, qui te font se lever un stade, quoi. Donc, oui, moi je trouve que c'est quand même une des meilleures recrues qu'a fait le PSG, peut-être sous QSI. Franchement, faut peut-être pas avoir peur des mots. Et ouais, si le PSG peut trouver la solution pour le garder, il faut absolument le garder. En revanche, s'il veut partir, comme le disait Marc. Marc. Un coup de pression quand même, mais bon. Oui, non mais voilà, on sait aussi que c'est coutumier de parler de mercato. Oui, parce qu'il partira pas au mois de janvier. S'il y a une fenêtre pour lui c'est l'été prochain. S'il veut pas prolonger, et d'ici là, il y aura des discussions. Le PSG va peut-être refaire une nouvelle offre. Après, il y a un truc que moi j'ai jamais compris. Je sais pas si vous avez l'explication, mais le salaire des Portugais au PSG, c'est incroyable. C'est à l'échelle du PSG, attention. Hein, à l'échelle du PSG, ils ont tous des tout petits salaires. Parce qu'en fait, c'est ça. Il n'y en a aucun dans le top 10 des salaires au PSG. Il n'y a aucun Portugais. Le Vitinha, il est sur un système à la performance. C'est tous les nouveaux contrats. Les nouveaux contrats de Luis Campos, c'est à la performance. Tu peux nous l'expliquer pour les gens qui nous écoutent, qui le savent pas. En gros, tu as un fixe. Et puis derrière, plus tu joues, plus tu gagnes d'argent. Ouais. Plus tu es décisif, plus tu gagnes d'argent. Plus tu es sur le terrain avec les minutes, plus tu gagnes d'argent. Ça crée beaucoup de problèmes, notamment avec les plus anciens. Les premiers qui ont signé ça, c'est Kipembe, Verratti, Marquinhos. Ouais. Il y a eu des gros problèmes parce que les anciens ont dit comment ça, nous on est là depuis longtemps et maintenant tu veux nous faire, si on joue pas on gagne pas d'argent en gros. Donc c'est notamment pour ça que Kipembe était en colère, que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar et que Marquinhos l'a fait un peu à défaut, mais avec les nouveaux ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, ce qui est après sûr, voilà, il y a des systèmes de compensation. En fait, par exemple, Marquinhos, il a signé un contrat longue durée du coup pour la peine, quoi. D'accord. Et plus avec une année en option qu'il avait activée l'année dernière et qui était activable unilatéralement de son côté. Mais pour donner en fait un ordre d'idée, je crois que c'est tous les 15 matchs et ou 15 ou 25 matchs, j'ai plus le truc, mais en Ligue des Champions en fait, à chaque fois qu'il passe un tour, en fait voilà, la prime passe un palier. Ouais, dès que ça passe un palier, donc l'année dernière, Marquinhos est arrivé jusqu'en demi-finale, il a pris jusqu'en demi-finale à chaque palier. En tout cas, Nuno Mendes, si tu nous écoutes, bien évidemment, n'hésite pas à regarder le match Newcastle-Manchester United. Vraiment, cette équipe de Manu est nulle. Faut pas y aller. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça qui compte pour les joueurs. Il y a aussi le salaire, ça compte énormément. Il y a aussi tout l'environnement de dire je joue à Manchester United, qui est encore un club immense pour les joueurs, pour te dire d'aller jouer là-bas et d'aller jouer avec un coach qui partage le même argent que toi. Qui va te faire jouer dans une position où tu vas être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus décisif. Ça compte tout ça aujourd'hui. J'annonce juste à Nuno Mendes, par contre, que moi je regarde ses stats aussi et que c'est pour l'instant 2 buts et 2 passes décisives. Il a été bridé la moitié de l'année pour l'instant. Ah bah voilà, tout de suite on vient de défendre. C'est pas forcément là-dessus sur les stats de buts et de passes D qu'on l'attend. Enfin, moi sur les passes D, j'aimerais bien parce que toutes les offrandes qu'il fait à Cristiano Ronaldo, je veux bien qu'il les fasse à quelqu'un. S'il avait la même liberté qu'Hakimi, il serait aussi fort. En tout cas, Nuno Mendes, on va suivre bien évidemment. Premier dossier terminé. Je vous rappelle qu'on est en train de se plonger dans le mercato. Les amis, on continue avec les ventes de Kolo Muani et de Skriniar. Est-ce qu'elles sont vraiment obligatoires pour recruter au PSG? C'est la petite musique que j'ai compris dans la presse. Est-ce que, parce que ça serait quand même une grande première au Paris Saint-Germain, il faudrait maintenant vendre pour être sûr de pouvoir prendre quelqu'un? Financièrement, tu parles? Oui.
Ah oui, donc aujourd'hui, le PSG a besoin d'argent. Je sais pas, je me pose la question. Pas du tout. Mais non, Non. s'ils veulent dépenser de l'argent, Bien ils sûr. dépensent de l'argent, ils en ont de l'argent. Donc il n'y a pas cette obligation-là. Non. Ce qu'on vient nous. Non, l'obligation, c'est pour les places dans l'effectif. Ouais. C'est-à-dire que Luis Enrique ne veut pas qu'il y ait un effectif de 35 joueurs. Il veut les postes doublés. Bah, aujourd'hui, si tu prends un défenseur central avec Skriniar, tu as le poste de défenseur central droit qui est triplé avec les jeunes derrière en plus. Pareil, si tu prends un avant-centre ou un mec sur le côté, il faut qu'il y ait un départ parce qu'il estime que son effectif peut pas être surblindé. Mais financièrement, non, ils peuvent encore mettre 50-60 millions d'euros sur des joueurs sans problème. Donc ça n'est pas, on n'est pas coincé avec ça du côté du Paris Aucunement. Saint-Germain. Non, c'est comme l'a dit Loïc, c'est juste une question de stabilité numérique de l'effectif voulu par Luis Enrique. Donc en fait, en gros, si on arrive à en enlever un autre va arriver Exactement. à l'endroit où veut Luis Ouais. Enrique. Exactement. C'est pour bien réexpliquer un peu aux supporters pour savoir un petit peu ce que ça donne. Après, tu veux faire partir quand même le 5e et le 8e salaire de Ligue 1 encore aujourd'hui, quoi. On parle d'argent, mais le PSG n'a pas besoin d'argent, ils jettent l'argent comme ça. Là, ils font venir Skriniar, à qui ils ont déroulé le pont d'or, et encore. Prendre Si 9 millions on d'euros avait net écouté par an. Luis Campos, il serait venu pour 70 millions d'euros de l'Inter Milan. Là, il arrive libre, et avec qui tu as versé une grosse prime à la signature, un énorme salaire. Kolo Muani, c'est pareil, c'est 90 millions d'euros. Et puis un an après, un an et demi après, tu dis bon, non, on n'en veut plus, allez, merci beaucoup, vous jouez plus, vous partez, vous ne servez à rien. Et tellement le PSG est légère mal, ils n'ont plus de code sur le marché. Alors au moment donné où ils arrivent sur le marché, c'est des joueurs hyper demandés. Aujourd'hui, on parle de Skriniar pour aller jouer à Galatasaray. J'ai beaucoup de respect pour Galatasaray, qui est un immense club en Turquie, mais qui ne fait pas le poids à l'échelle européenne. Et Skriniar, oui, quand il signe au PSG, il est capitaine de l'Inter Milan. Et il peut signer dans un top 5 européen sans problème. Et capitaine d'une sélection, bien Oui, évidemment. en La Slovaquie, oui, Marc, et après Ouais. je viens voir Alex. Oui. Pour poursuivre ce que disait Loïc, en fait, ce qui est dramatique, c'est quand un joueur signe au PSG, ce qui est piège pour lui, c'est que si ça se passe mal, il est pris au piège par son salaire, en fait, qui en fait lui ferme des portes. Parce que Skriniar, pour donner un exemple, il est entre 9 et 10 millions d'euros net par an. Net, hein, pas brut. 5e salaire de Ligue 1. Ligue 1. C'est énormissime. Et en fait, aujourd'hui, s'il avait un salaire qui était, on va dire, 2 fois moindre, il pourrait rebondir du côté de Naples ou de la Juve qui sont venus au renseignement. La Juve, c'était chaud, ils ont essayé de trouver des solutions. Mais en fait, le PSG... Et en fait, ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est que ces salaires sont problématiques. Derrière, il y a les exigences de la direction sportive. Cet été, Danilo, il l'a dit dans le C'est un Parisien. meilleur exemple, Danilo. Danilo, en fait, à un moment donné, le PSG, il voulait 10 millions d'euros, quoi. Pour un joueur qui était dans sa dernière année de contrat, qui avait rendu des services au club et dont on ne voulait plus. Bon, au final, il est parti pour 5 millions d'euros en Arabie Saoudite et le PSG lui a fermé des portes alors qu'il pouvait rester il aurait certainement Est-ce pu que rester c'est en Europe. normal Après, Danilo, c'est un mec, on n'a jamais entendu parler de lui. Il s'est toujours donné à fond sur le terrain. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais en termes d'exemplarité, il est tout en haut, Danilo. Hein. C'est vraiment le soldat, il n'y a pas de problème là-dessus. Il était même vice-capitaine l'année dernière du PSG. Et c'est normal qu'on jette ces joueurs-là comme des chaussettes. On n'essaie pas de trouver des solutions, on dit bon, ok, on veut plus de toi. C'est notre décision, Bien on veut sûr. plus de toi. Par contre, on va faciliter ton départ. C'est-à-dire, ok, s'il faut que tu partes pour 2 millions d'euros et dans un autre... Ah mais non, il faut encore qu'on essaye de gratter de l'argent ailleurs. Non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Il y a ça, en fait. Marc, Et et du après, coup, Alex. en fait, pour finir sur Danilo, et je vais revenir sur mon exemple sur Skriniar, pour finir sur Danilo, en fait, il est parti à 5 millions d'euros en Arabie Saoudite, mais à 5 millions d'euros, je suis sûr qu'il y a des clubs qui seraient venus en Europe, en fait. Plus qu'à 10, en tout cas. Donc là où mon raisonnement, c'est que sur Skriniar, en fait, la direction sportive, elle est catégorique. Elle veut pas prendre en charge le salaire du joueur sur un prêt. Alors, faut pas le vendre. Faut dire le premier qui nous le prend, c'est bon. Vous pouvez partir. Enfin, après, faut Ouais, que Ouais, mais en fait, ils veulent pas. le club qui doit le prendre, en fait, il doit prendre en charge un salaire. Ah oui. Mais un salaire qu'il est dans l'incapacité de prendre. Donc il faut que le joueur fasse des efforts sur sa rémunération, que je pense que Milan Skriniar fera à un moment donné s'il veut sortir du Paris Saint-Germain. Mais il faut aussi que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain, dans les conditions qu'il va proposer, que ce soit un prêt avec option d'achat, à la fois sur le prix du transfert et sur la prise en charge du salaire,
montre quelque part une forme de flexibilité. Alex, t'es d'accord, toi, on les considère mal, les joueurs, parce qu'avant, c'était au Paris Saint-Germain, on pouvait rester très tranquille, personne venait de bouger. Là, c'est vrai que c'est un peu plus brusque comme méthode. J'ai l'impression. Avant, c'était pour partir. Avant, quand les joueurs voulaient partir, c'était impossible. Non, mais le PSG, de toute façon, tant que t'es au club, tout se passe bien. Enfin, encore. Tant que t'es au club, ça va, mais les séparations se sont toujours mal passées. Moi, j'ai très peu d'exemples de joueurs qui sont partis du PSG qui ont été vendus sans fracas, quoi. Donc en fait oui, effectivement le salaire pose problème, et ça a toujours été le cas parce que le PSG paye des salaires qui sont supérieurs à la moyenne. La façon dont les joueurs sont traités avant leur départ a toujours été un problème aussi. Skriniar et Koulibaly, c'est pas les premiers exemples. Maintenant voilà, c'est des questions. Ouais, c'est des questions humaines, quoi. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure par rapport à Ramos, dans des clubs normaux, ça se passe pas comme ça. Moi, les autres exemples que j'ai de clubs où ça se passe pas bien, c'est par exemple typiquement Chelsea. Voilà, ils sont 154 000 dans l'effectif. Ouais. Et oui, quand il y en a un qui veut pas, quand il y en a un qui sert plus à rien, il est placardisé et c'est la première. On a Luis Enrique qui nous vend tout le temps en conférence de presse l'humain, c'est hyper important pour lui. Moi, l'humain. Et derrière, la façon dont il se comporte avec les joueurs dont il ne veut plus, il y a rien d'humain là-dedans. Il leur dit en début de saison, en milieu de saison, je veux plus de toi. Merci beaucoup, au revoir, tous trois un club. Tu vas voir avec Luis Campos, avec direction sportive. Ou il leur dit rien. Merci beaucoup, au revoir. Je vous invite. Il leur dit rien. Je vous invite à écouter 100% PSG le mag de Pia Clément, et je dis pas ça parce qu'elle est derrière la vitre en train de nous écouter, mais ça me fait penser à ça. C'est Eric Rabé-Sandrata, notre consultant, explique dans 100% PSG le mag qu'il a fait avec des supporters. Il a expliqué l'arrivée de Luis Fernandez, et je vous propose de l'écouter. Fernandez, en fait, le blacklist le met de côté. Il joue un match avec lui, deuxième match, plus rien. Et en fait, il ne lui a jamais donné d'explication. Il est resté sur le côté et il a dû se barrer. Voilà. Mais je vous invite à écouter cette capsule, c'est improbable. Et effectivement, Luis Enrique est connu pour ça, c'est-à-dire qu'il ne donne aucune justification. C'est ce qui se passe avec Asensio, c'est pareil. Et il est titulaire sur le début de saison parce qu'il avait besoin de lui, et puis là, il joue plus un match. Et puis il va dire, moi, c'est l'équipe. Moi, vous me parlez que d'équipe. Les joueurs, c'est vous qui vous remuez la boue là. Ouais, on remue la boue. Non, mais moi, c'est l'équipe, les joueurs, c'est pas mon problème. Bref, au bout d'un moment, Asensio, c'est pareil. Asensio, c'est 800 000 euros par mois. Il arrive du Real Madrid, il arrive libre du Real Madrid, c'est pas n'importe quel joueur. Au bout d'un moment, un peu de considération pour les mecs quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un garçon qui va faire beaucoup parler pendant ce mercato, les copains, c'est Randal Colomwani, qui a été excellent dans la com. Je sais pas si vous avez vu, mais pour le trophée des champions, il s'est mis en plein milieu de la photo, sur la photo, dans l'avion. Et en fait, c'est lui qui est pile-poil au milieu avec le trophée devant lui. Mais je crois pas qu'il le fait exprès, c'est pas de la com. Non, mais Randal, il est comme ça. C'est un mec qui kiffe sa vie, mais pour de vrai. C'est un mec qui. J'ai pas envie de lui dire que ça lui passe par au-dessus de la tête ce qui se passe avec lui. Je pense qu'il est touché quand même. Mais c'est un mec qui est tranquille dans la vie, qui est très joyeux. Toi, tu penses que c'est. Moi, je pensais que c'était politique. Et je pense qu'il a vu une photo, il s'est mis au milieu, il s'est dit, c'est super, on a gagné le trophée. Mais à ce moment-là, il se dit pas, j'ai pas joué une minute. C'est pas ce que dit Adil Rami sur les mecs qui traversent le terrain pour aller se mettre en plein milieu de la photo de célébration des buts, parce que ça sera celle du lendemain en une des journaux, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Alors justement, Randal Colomwani, oui, tu voulais dire Alex? Non. Attention, parce que quand tu lèves le doigt, ça fait un peu une marque méchinoise. Donc là, faut faire attention parce que je suis vigilant. Pour revenir sur le cas Randal Colomwani, le Paris Saint-Germain se retrouve avec on rappelle que c'est le président du Paris Saint-Germain qui a forcé pour avoir ce transfert, 90 millions d'euros. Voilà, même un peu plus haut même. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on se retrouve avec un joueur qui n'a plus de cote, ce que je comprends, sur le marché. Si. Il y a des clubs. Il y a des clubs, mais à quel prix? C'est le problème. C'est ça le problème. C'est toute la question. Allez, Marc, c'est pour toi. Et après, derrière, Loïc. C'est toute la question. En gros, c'est. Déjà, ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il y a une espèce de stratégie qui s'est dessinée, on peut le dire maintenant parce qu'on est en mois de janvier, mais qui s'est dessinée autour de Randal Colomwani. En fait, ça fait plusieurs semaines que la direction sportive du PSG a acté le fait qu'il voulait le vendre cet hiver. Sans le dire de manière officielle, parce que justement, si demain la direction sportive dit on veut vendre Randal Colomwani, en fait les clubs vont arriver avec des offres au rabais. Donc faut pas dire qu'on veut vendre Randal Colomwani, et là est tout le problème. Moi je pense que si Paris a une offre autour de 50 millions d'euros, ce qu'ils ont eu à peu près cet été de Dortmund, là ça commencera à discuter très très sérieusement.
Pardon, je suis en train de te prendre. Ouais, bah ouais, c'est pour les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que tu fais tomber le truc. La stratégie autour de Randal Kolo Muani, mais est-ce qu'elle est en train de marcher? Est-ce qu'il y a du monde qui tape à la porte du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a du monde, il y a des clubs. Enfin, on a parlé de Manchester. Et c'est quoi l'idée? C'est un prêt ou c'est de faire Moi, je sais pas si un club qui va mettre 50 millions d'euros au mois de janvier. Mais pour moi, la meilleure solution pour le PSG aujourd'hui, c'est de le prêter avec option d'achat très élevée, 70-80. Et de voir dans 6 mois s'il a performé. En Russie, s'il part, je sais pas moi, à Manchester United, et qui met 20 buts sur les 6 derniers mois, les 80 millions d'euros, il va les bien sûr. Il va les valoir. Alors, s'il met 20 buts en première ligue sur une demi-saison, 80 millions, c'est même limite mal vendu, quoi. Oui. 20 buts, mais s'il met 12 buts, c'est déjà pas mal, tu vois. Oui. Et s'il passe la barre des 10, c'est déjà pas mal. Oui. Je vous invite à lire, et je lui fais un gros bisou parce que je sais qu'il nous écoute à chaque fois dans son podcast. C'est le Kenyan de Bretagne. C'est Benjamin Quarez, bien évidemment. On lui fait des gros bisous à Benji. De l'Angleterre à l'Italie, Kolo Muani attise quand même les convoitises. De quoi? Le Kenyan de Bretagne, c'est pas mal. Il écoute encore une fois par mois. Il écoute le podcast quand il court, c'est pour ça en fait. Écoute, à chaque fois il vient me voir, il dit je t'ai écouté en courant. Bah oui, tous les 3 jours. Voilà, c'est ça. En tout cas, il court une fois par semaine. Parce que pour moi, il court moins que tous les 3 jours. Bon, il a fait quand même un papier, voilà, ce matin dans le journal du Parisien, et de l'Angleterre à l'Italie, Kolo Muani attise quand même les convoitises. Et justement, il y a Guillaume Moirot qui vient dire c'est un bon coup à faire. C'est vrai que c'est un bon coup à faire quand même, Alex. Ben oui, en fait, moi je suis persuadé qu'il a la dalle encore. Moi, globalement, comme Ekitike, hein. On rappelle qu'Ekitike en Allemagne, il s'éclate. Moi, globalement, je trouve que Kolo Muani, c'est quand même un truc qui reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec tous les joueurs que tu prends à prix d'or et que en fait, après tu jettes un peu comme des chaussettes. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai l'impression que pour Kolo Muani, ce qui est très dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je le vois, effectivement, très sympa, très souriant, amoureux de Paris, amoureux du Paris Saint-Germain, c'est un gamin de la région, c'est un grand fan du club. Quand tu entends parler de ça, t'as l'impression qu'il réalise un rêve de gosse en étant au Parc des Princes, même sur le banc. Et tu te dis en fait, mais je sais pas, il y a pas moyen de. Il y a pas moyen. Moi, ça me tue de pas le voir réussir dans ce club en fait, parce que en plus, tu le payes 90 millions d'euros, c'est un jeune Français. Voilà, donc c'est. Moi, ça me fait un peu mal. Après, voilà, de manière générale, dans la vie avec les joueurs de foot, moi, je préfère qu'ils soient meilleurs ailleurs qu'ils jouent pas ici, quoi. Là, Loïc, t'es en train de me dire, par la petite voix que j'entends de ta part, impossible de se dire juste un prêt sec pour leur faire repartir. Et derrière tenter le. Non, je pose la question. C'est pas un problème de Kolo Muani et de Luis Enrique, c'est que les deux vont pas ensemble, quoi. Il a pas envie de revenir, en fait. Il veut pas. Je pense pas. Il joue plus du tout. En fait, si dans son esprit, j'essaie de mettre à sa place, mais si tu lui proposes un prêt sec, donc avec la perspective que peut-être à la fin de la saison, il va revenir dans un endroit où il ne se sent pas bien et où on ne l'utilise pas, c'est pas forcément une perspective qui, en termes mental, te met dans des bonnes conditions, quoi. Donc, je pense que tu as envie de voir un peu plus loin. Ça sera soit un transfert, soit un prêt avec option d'achat obligatoire, non obligatoire ensemble. Mais il faut qu'il y ait une option parce qu'il faut qu'il y ait une porte de sortie pour lui sur laquelle il se projette, en fait. De toute façon, un grand club ne prendra jamais un prêt sans option. Les pistes sérieuses, actuellement, on a entendu parler de Monaco, de Manchester United. Monaco, c'est mort. Non, Monaco, c'est prêt sec, donc c'est impossible. On ne peut pas mettre. Ils veulent pas d'euros, on revient sur ce que tu viens de dire. Impossible. Manchester, c'est eux qui ont de l'argent parce qu'ils sont. Moi, je vois que ça. Après, je sais pas si Marc t'as d'autres infos. Moi, je vois que l'Angleterre aujourd'hui. Et l'Allemagne, il y a eu Leipzig qui est sorti. C'est pas très franc. Voire, je crois qu'ils ont une priorité en termes financiers. Leipzig, c'est quand même de faire Xavi Simons cet été. Ils veulent, ça y est, ils sont assez clairs là-dessus. S'ils peuvent le garder cet été, ils ont vendu suffisamment ces dernières années pour sortir la sulfateuse sur lui. Le payer et le revendre derrière. Ouais. Donc, à mon sens, ça sera pas le RB Leipzig sur un transfert. Et je vois pas l'Italie. L'Italie, je pense qu'il pourrait s'y éclater, mais je ne vois pas un club pouvoir poser 50 millions d'euros, même sur une option d'achat. Enfin, même sur une option d'achat, sauf s'il y a une vente. Je sais pas, là, j'ai vu que les médias italiens s'excitaient sur un prêt, un échange entre Vlahovic et Kolo Muani. Moi, s'il y a un truc dont je suis à peu près sûr, c'est que
que Randal Colomani, il acceptera pas d'être inclus dans un échange. Ce qui est sûr, c'est que du côté de l'Angleterre avec Manchester United, si je fais un peu des prospectives, Joshua Zirkzee, le public le déteste, il se fait huer par tout le monde. Je l'ai vécu moi-même dans le stade. Il s'est fait sortir à la 32e minute de jeu parce qu'il était complètement à la rue. Et à première vue, la Juventus de Thiago Motta va aller le récupérer parce qu'il a brillé avec lui à Bologne à une certaine époque. Donc pourquoi pas. Et après, derrière, Manchester, c'est la meilleure solution pour Randal. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure solution. Même si c'est un club à pression, il en a besoin. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même le numéro 9 d'équipe de France. Il ne peut pas aller n'importe où. Il faut quand même qu'il ait un club où derrière, il ait un peu de pression. Et aujourd'hui, c'est un club qui a besoin d'un attaquant, a besoin d'un mec qui met des buts. Et je pense qu'il a le profil pour jouer dans cette équipe-là. Bon, bah écoute, voilà, on ne sait jamais. Manchester United, on est en train de perdre Alexandre Aflalo qui est. Tu vois bien. Voilà, Donnez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, j'ai la gorge qui me gratte. Un chat, prends ta petite gourde, il n'y a pas de souci. Voilà. On va parler quelques instants des profils désormais. Juste. Petit tour de table, là je profite des deux insiders mercato, mais est-ce qu'il y a... Je continue à boire, moi, du coup. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres profils qui peuvent partir? Tout à l'heure, on souriait sur Presnel Kimpembe. Est-ce qu'il y a un Kimpembe en prêt? Non, mais juste peut-être un prêt. Non, impossible. Il a pas joué depuis 2 ans. Impossible, t'as pas joué depuis 2 ans. Quelque part. Ouais, mais bon, t'as aucun club qui va venir pour un joueur qui a pas joué depuis 2 ans. Si, t'as des clubs. Le Havre, ils peuvent le prendre, par exemple. Mais oui, est-ce que lui va le Havre? Non. Mais qu'est-ce que t'en fais? Il va rester, il va essayer de jouer, il va se plaindre. Je sais pas. Il y aura peut-être plus une issue à l'été. Parce que les amis, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai compris là. Il touche 400 000 € net après celle qui peut aujourd'hui. Ça va peut-être pas passer. C'est le salaire de toute l'équipe. Prendre juste vous dire, j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit. Ça fait 20 minutes qu'on parle du mercato. J'ai compris tout ça. C'est-à-dire qu'on sort Skriniar, on remet un défenseur. Donc j'ai pas l'impression que ce sera pour mettre Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe, je peux te faire une petite prévision. Tu vois là, il y a une petite boule de cristal comme ça. Vas-y. Je suis comme ça. Voilà, la petite boule de cristal. Bonnette ici. S'il retrouve pas du temps de jeu, il n'arrive pas à retourner la situation, ce qui est quand même un truc qui. La tendance, ça se sent quoi. Ouais, tu vois bien sûr. Il part cet été et il va au Qatar. Et il joue là-bas. Ouais. Très bien. Voilà. C'est noté. Qatar. Ouais, Qatar. Bah oui. Et il retrouve Abdou Diallo. Marco Verratti et Julian Draxler. Et là, ça peut faire. Younes Elanache, Sekou Yansane, il y en a des dans ces ça peut faire Pompelop. Je te le dis là. Ce que vous dites me déprime au plus haut point. Voilà, moi, je suis encore un romantique. Je voulais que ce joueur finisse sa carrière au Paris Saint-Germain à 35 ans avec les applaudissements du Parc des Princes. Sans jouer. Au Qatar. Ouais, j'en ai à foutre. Voilà. Ah ouais. Modérément, il faut bien qu'il joue le pauvre. Non mais oui, évidemment. Non, mais dans un monde idéal, moi, en plus, franchement, c'est un joueur qui me manque. J'aime bien ce joueur. Moi aussi, Enfin, Kimpembe, c'est quand même pas. Après, des gauchers, c'est pas ce qui manque. C'est ça le problème aussi. Oui, bien sûr. Là, effectivement, le problème, c'est qu'en plus, t'arrives à enfin, c'est un poste où tu as William Pacho qui est excellent depuis le début de saison, tu as Lucas Hernandez qui revient de blessure, Beraldo qui est là, qui a le mérite d'être là, qui n'est pas encore au même niveau, mais qui a le mérite d'être là. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a du monde. Allez, pour terminer rapidement, car il va falloir rendre aussi à un moment le studio, les amis. Tu la gardes, mais tu la sors pas là. Laquelle tu la sors tu la sors cet été. D'accord, ok, très bien. Il l'a dit il y a 6 mois, Marc Méchénois, vous avez annoncé la signature de Presnel Kimpembe du côté du Qatar. 6 mois à l'avance. Les amis, quel doit être le poste à renforcer absolument? Là, c'est tour de table et voir un petit peu où est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter. Donc, si tu sors Skriniar, j'ai compris, hop, c'est truc à tiroir. Et donc, si tu sors Colomani, tu remets un attaquant, enfin, un ailier. Ouais. Loïc. Il faut une star qui mette des buts. Il faut même Mohamed Salah au Paris Saint-Germain. Ça m'arrivera pas. Ah bah non, tu me demandes mon avis à moi. Ah oui, mais tu me demandes moi ce que je ferais. Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Il faut un mec qui met 40 buts ou 50 buts par saison. Il faut le retour d'Mbappé. Et qui vend des maillots. Bon, ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas pour eux, mais sur le terrain, il manque un mec aujourd'hui qui fait d'énormes différences pour l'ambition, c'est de gagner les champions, encore une fois. Si tu veux aujourd'hui faire ce que tu fais en ce moment, c'est très bien. Et pour gagner avec des champions, je vois pas cette équipe-là capable de la gagner. Mais juste, et là maintenant, sur la partie, sur le mois qui vient, qu'est-ce qu'ils veulent recruter eux? Je crois que la priorité, c'est quand même un ailier gauche. La plus grande priorité aujourd'hui, s'ils ont le choix, c'est de prendre quelqu'un à gauche. Mais après, comme il y a tellement de critères dans ce qu'ils veulent prendre par rapport à ce que veut Luis Enrique, le problème financier, c'est pas un problème financier, mais par rapport à l'état d'esprit du joueur, qui accepte aussi d'avoir un entraîneur en disant tu sais pas si tu vas jouer, je te garantis aucun temps de jeu quand tu arrives, parce que c'est ma manière de fonctionner. Les profils sont pas énormes. C'est ça la méthode Enrique, c'est de dire aux joueurs je ne te donne il donne aucune garantie de temps de jeu. Aucune.
Pas facile. Pas facile quand ça va, quand t'es Bradley Barcola, que t'arrives de Lyon, tu dis ok, je vais gagner mon Désiré Doué, tu dis je vais gagner ma place quoi. Mais quand t'es Mohamed Salah justement, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu plus compliqué. Moi je rejoins tout ce que dit Loïc et je pense que c'est pour ça que Paris en fait ils font William Pacho, font Joao Neves avec tout le respect que moi j'adore Joao Neves, je suis un fan complet de joueur. Mais c'est pour ça que Paris en fait ils font ces joueurs-là et qu'ils font pas Joshua Kimmich ou d'autres quoi. En tout cas, ce qui est sûr, il y a parce qu'attention, on dit que le PSG veut pas de stars, c'est pas vrai. Le PSG veut des joueurs qui rentrent dans le moule de Luis Enrique. Et c'est ce qui correspond à ce que dit Marc, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire venir des joueurs comme ça aujourd'hui parce que les mecs ils disent moi je vais pas venir dans un club où je peux finir à la cave derrière avec un super salaire. Kimmich c'est une star et le PSG le voulait. Lewandowski c'est une star et le PSG le voulait. Sur les centraux, juste après je vais demander Alex ce que t'aimerais, mais pour Skriniar, donc on le sort, Kuzanov. Non, il le fera pas. Lui c'est Manchester City. Lens veut le moi vendre de ce que je absolument. sais c'est que Luis Campos a dit on fera pas Kuzanov. Après peut-être je me trompe. Lui c'est un tueur en série par contre. Il va au mastic. Est-ce que ça va plaire? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le PSG veut? Enfin quel profil de défenseur central le PSG veut? Il veut une complémentarité à Pacho. On veut un Marquinhos bis ou on veut pas un Marquinhos bis en fait c'est ça la question. Il y a quelques semaines lui qu'il a sorti la piste de Ilias Arbani. Qui est à Bournemouth. Moi, j'avais les mêmes infos que lui et tu m'en es témoin. C'est pas du tout le profil de Kusanov. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il joue chaussette baissée. C'est un super joueur. Ouais. Mais il est ukrainien. Il est ukrainien. Il joue chaussette baissée. Il y a un petit souci géopolitique au Paris Saint-Germain là. Il est ukrainien. Il y a un Russe dans l'effectif. Ouais. C'est lui qui veut pas pour le coup. Ouais. C'est lui qui veut parce qu'il dit si Safonov est dans l'effectif, je peux pas venir quoi. Ça se comprend. Je peux comprendre. En fait, c'est pas tant le fait qu'il soit russe, c'est qu'il se dit en fait, je suis défenseur central, il y a un gardien, on a deux postes qui normalement sont ultra connectés sur le terrain. Faut bien s'entendre, quoi. Si jamais on a un problème, je veux pas qu'on en vienne à ce que le fait que je sois ukrainien et lui russe pose un problème dans l'effectif quoi. Donc il dit c'est tant qu'il a. Et ils se sont même posé la question de vendre Safonov pour le faire venir. Ah ouais. Ce qui maintenant n'est plus le cas. Mais ils se sont posé la question de dire ok, est-ce qu'on essaie pas de faire partir Safonov pour le faire venir. Luis Enrique est fan du joueur. D'accord. Ouais. Et bon, pour l'instant, on l'aura pas. Voilà. Parce qu'il y a Safonov. Exactement. Le transfert qu'on n'a toujours pas compris, même s'il nous a sorti une belle série de tirs au but du côté de Lens. Toi, tu as envie de recruter où là, comme ça, si tu avais une petite baguette magique, Alex, c'est pour terminer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Moi, pour le coup, c'est vrai que je recruterais plus un ailier droit. Je sais pas pourquoi, parce qu'à gauche il y a déjà donc Doué et Barcola. Enfin Doué, mais Doué, ils veulent pas l'installer à gauche. C'est ça qui me pose problème. Tu pourrais leur dire, à tes amis que c'est pas bien. non, mais moi je recruterais plutôt un ailier droit. Pourquoi? Parce que déjà je trouve que Lee Kang-in c'est pas forcément la meilleure doublure à Ousmane Dembélé. Et par ailleurs, moi j'aimerais bien aussi pouvoir avoir un mec qui vient un peu chercher Dembélé, quoi, un vrai concurrent, quoi. Donc je recruterais plus un mec solide à droite qui en plus t'apporterait une autre solution offensive, un mec qui marque un peu des buts et tout. Et pourquoi pas aussi un milieu défensif, un mec qui puisse avoir vraiment le profil de revenir dans la défense à 3. Parce que là, il bricole un peu avec Joao Neves et avec Vitinha. Alors moi que j'adore voir sur le terrain, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Est-ce que, dans la mesure où aussi, je pense que j'espère, peut-être, pourquoi pas, le PSG va se débarrasser de Fabien Ruiz à un moment ou à un autre. Il faudra aussi un mec pour décisif sur le trophée des champions. Oui, on l'embrasse. On l'embrasse, on le salue vraiment avec. Mais voilà, c'est un joueur. Il est très fort avec l'Espagne, vraiment. Mais moi, j'aime pas trop. En tout cas, moi juste petit message aux dirigeants parisiens et peut-être que ça va réagir autour de la table, mais Tonali et Guimarães tous les jours du côté de Manchester United. C'est pas Luis Enrique compatible. Mais ça va au mastic. C'est pas possible. Oui, mais c'est pas ce qu'il veut lui. Mais moi je veux des gars. T'as l'impression que les mecs au milieu de terrain ils vont au duel. Tu sais très bien quel est mon joueur préféré, c'est Thiago Motta. Donc moi je veux des mecs comme ça. Dans ce PSG, je jouerais pas aujourd'hui. Je sais bien. Thiago Motta quand même, il avait un. Je suis pas sûr, non. C'était quand même un joueur qui. Les amis, il faut qu'on rende le studio et en plus on a quelqu'un qui est rentré dans le studio. On m'a même pas demandé moi je ferais quoi pour ça. Non, c'est pas grave, c'est trop tard. Maintenant on demandera de la semaine prochaine. Bonjour Pierre Clément. Salut les garçons. Ça va Pierre? Ouais, ça va. Elle nous a écouté religieusement. Ouais, je l'ai caché. Comme je suis toute petite. Ouais, c'est ça, elle est grande. Pierre, très rapidement, 100% PSG le mag, c'est jeudi. C'est tous les jeudis en podcast et une invitée
exceptionnels que tu vas aller rencontrer avec des auditeurs. C'est ça, avec 2 supporters. Je suis en train de choisir les profils parce que j'ai reçu plein de propositions de plein de supporters qui ont envie de venir. On va aller au campus interviewer Katarzyna Kiedrzynek, Kasia ou Kate, on dira plutôt ça, ce sera plus simple, qui est donc une gardienne légendaire au PSG, qui a passé de nombreuses saisons au club, qui est adorée des ultras. Et c'est la première fois que j'interviewerai Kate. Elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit « Je suis trop contente de te rencontrer, t'es une légende ». J'ai fait « Mais yes, meuf, j'arrive !» C'était trop marrant parce que pour moi, c'est totalement elle la légende et pour le coup, là, c'est vraiment vrai. Donc voilà, très heureuse d'aller au campus ce jeudi. Et tu lui demanderas de te raconter l'anecdote de la bataille de Polochon dans un avion où Loïc Tanzi au Kazakhstan, retour du Kazakhstan avec l'équipe féminine et bataille de Polochon avec Kate qui s'était fait engueuler comme du poisson pourri par Patrice Lair. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, Pierre. Non, c'est juste pour dire qu'il y a un match PSG-OL au Parc des Princes des féminines le samedi 18 janvier à 21h. C'est pour ça qu'on va rencontrer Kate et c'est très important que les supporters y aillent. Ça va être trop bien. Allez, effectivement, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Marc Méchenoua, à Alex Aflalo et à Loïc Tanzi. Loïc, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Pas dans un an, hein. Non, on essaye, franchement, j'avoue, c'est de ma faute. Ça nous a fait plaisir que tu sois avec nous. Et puis, message aussi aux Kenyans bretons, n'hésite pas à venir. C'est ça, avant ils venaient, mais maintenant ils ne vont plus. Effectivement. Merci à toutes et à tous, merci à Lucas pour la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des commentaires, bien évidemment, sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de téléchargement. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de PSG Saint-Etienne. Ciao, bye bye.